Une paisible zone industrielle à Sion le 9 mai dernier. À l'aube, 2 véhicules puissants s'arrêtent ici. Derrière la porte, une armurerie bien connue de la région. À l'aide d'une masse, les bandits éclatent la vitre. Sur ces photos prises avant le cambriolage, on découvre le genre d'armes à l'intérieur. Des fusils d'assaut, mais aussi des armes de guerre, comme cette Kalachnikov. À 4h30, un voisin sonne l'alerte. À 4h31, la police valaisanne située à moins de 2 km de l'armurerie active un dispositif. À 4h36, les braqueurs foncent vers la frontière avec des dizaines d'armes dérobées. À 5h, le barrage de police à Martigny est forcé. À 5h20, l'équipe disparaît dans la brume du col de la Forclaz. C'est des gens qui sont prêts à tout, qui mettent en danger la vie de celles et de ceux qui tentent de s'opposer à leur volonté délictuelle. Donc effectivement, ces gens ne s'arrêtent pas à un barrage, même si ils ont des pneus crevés, ils vont encore rouler X kilomètres pour tenter de fuir devant la police. Après les attaques sur les convoyeurs de fonds, les armureries sont désormais la nouvelle cible. Sur ces images de vidéosurveillance, on découvre le mode opératoire des braqueurs. Quelques semaines avant le casse, les malfaiteurs font du repérage. L'homme en trottinette joue le rôle de guetteur, pendant que l'autre individu prend des photos et des vidéos des lieux avec son smartphone. Puis ils reviennent la nuit, détruisent le système d'alarme et remplissent leur grand sac de sport. Ils font ça avec un calme stupéfiant. Ils n'ont aucun stress, aucune nervosité. Je pense qu'en tout, ça a duré 3 minutes. Tout a été vidé. Dans l'armurerie de Christophe Borrer à Bâle, les braqueurs ont dérobé les stocks à 4 reprises en l'espace de quelques mois. La piste de ces criminels remonte de l'autre côté de la frontière, à Lyon. La deuxième ville de France est gangrénée par un banditisme persistant, enraciné dans ces banlieues où 1 jeune sur 2 est au chômage. Bonjour, commissaire. Pour comprendre ces réseaux criminels, il faut se rendre ici, au QG de la police judiciaire lyonnaise. Rendez-vous est pris avec l'un des inspecteurs les plus respectés de France. Le commissaire Fontaine nous le confirme, des arrestations récentes montrent que les braquages d'armureries en Suisse sont le fait d'équipes lyonnaises. Les 9/10 des équipes qui vont venir commettre ce genre de faits, ils connaissent parfaitement la topographie suisse et ils connaissent les chemins, tous les chemins. Sur les gros stocks qui ont été dérobés au cours des derniers mois, il y en a assez peu qui ont été retrouvés. On en a retrouvé pour notre part quelques-unes sur Lyon, ici, souvent dans des affaires liées aux stupéfiants, donc pour défendre très majoritairement des stocks de produits stupéfiants. Il y en a qui ont été retrouvés aussi à Grenoble, à Marseille, suite à des règlements de compte. Donc ça alimente un peu toutes les branches de la criminalité organisée, pas spécifiquement une branche en particulier, mais évidemment que ces armes, à un moment, elles vont revenir dans les mains aussi de braqueurs. Approximativement, combien d'armes suisses ont été dérobées ces derniers mois et combien vous en avez retrouvé ? On chiffre les vols d'armes dans les armureries au cours de ces derniers mois, en Suisse, un peu plus de 400. Et à l'heure où je vous parle, et en l'état de la connaissance qui est la mienne, il y en a une vingtaine qui a dû être retrouvée. Mais alors, qui sont ces criminels prêts à tout pour s'emparer de nos armes ? Cet enquêteur pour le journal Le Monde observe le banditisme lyonnais depuis des décennies. Ses ouvrages font référence, il tient à nous mettre en garde. Autant dans les années 70, c'était des gangs vraiment constitués avec des gens qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble pendant plusieurs années, si vous voulez. Autant aujourd'hui, le banditisme a complètement muté et c'est des équipes à tiroirs, c'est des jeunes gens qui vont se rencontrer le matin pour taper l'après-midi et donc qui sont complètement interchangeables. Et c'est tout ce qui fait la dangerosité du milieu lyonnais aujourd'hui. C'est vraiment une mosaïque de délinquants avec des équipes insaisissables, avec des gens qui sont parfois très dangereux et qui vont très vite monter en puissance dans le milieu. Avant, il y avait des étapes.
On était voleurs de scooters, voleurs de voitures, et ensuite on attaquait des bijouteries, etc. Aujourd'hui, vous avez un délinquant quasiment inconnu de la police qui va se retrouver à attaquer un fourgon en Suisse. Et ça, c'est des gens qui sont des profils qui sont extrêmement dangereux. Et ça, la Suisse, elle l'ignore un petit peu. Elle ne s'imagine pas à quel point le milieu lyonnais est potentiellement très dangereux. Un milieu dangereux qui continue de voir la Suisse comme un Eldorado ou exprimé plus directement comme un pays de bisounours. Moi, je trouve qu'il y a une certaine naïveté des Suisses qui ne prennent pas conscience de la dangerosité, de la mobilité du banditisme lyonnais. Et là, les armureries, c'était vraiment des lieux vulnérables depuis longtemps. Et du coup, c'est sûr que là, il y a eu une faille dans l'anticipation de ce qui pouvait se passer. C'est évident. Des failles et des faiblesses dans la sécurisation des armureries, selon tous nos interlocuteurs français. Les armes exposées en Suisse, le stock est quasiment disponible en temps réel sur le net et on se retrouve avec des armes qui sont accessibles, y compris la nuit, juste derrière un rideau de fer. Et ce qui est en soi pas du tout satisfaisant en termes de sécurité quand on sait le risque que ça représente. Et ce qui est impensable en France ? En France, ce serait absolument pas possible puisque des armes de cette nature devraient être stockées dans une chambre forte. Sur les réseaux sociaux, certains armuriers helvétiques étalent en effet leur stock et leurs dernières acquisitions. Des armes qui intéressent beaucoup le crime organisé français. Au marché noir, elles sont monnayées entre 2 500 et 4 000 euros. Selon nos informations, la plupart des armes dérobées lors du braquage valaisan ont déjà été vendues par l'intermédiaire de réseaux électroniques criminels sur le dark web. Alors nos armureries sont-elles assez protégées ? Marco Fusini est l'un des rares professionnels qui a accepté de nous recevoir et de nous montrer les pièces qui intéressent tant les Lyonnais. Donc là, vous avez par exemple un exemple type d'AR-15. Là, on est vraiment sur une représentation assez fidèle du fameux M16 américain qui date de la guerre du Vietnam. Alors, chaque arme est accrochée. La marque LMT américaine, là, vous êtes vraiment sur la quintessence de l'arme de type AR-15. Elles sont alignées, il y a même le chargeur à l'intérieur, il n'y a quand même pas les munitions dedans. Jamais. Et personne n'approchera jamais une munition d'une de ces armes. Lui n'a pas été cambriolé, et c'est peut-être parce que son armurerie est digne d'une prison de haute sécurité. Vidéosurveillance, système d'ouverture manuelle à distance, et surtout... Vous avez un barodage en acier inox plein, d'accord, qui va sur toute la longueur de l'armurerie, y compris notre pièce arme fine derrière. Et en fin de journée, on va avoir le barodage qui se ferme de l'intérieur et qu'on va venir sécuriser directement. On a pris toutes les mesures, toutes les dispositions dont on pouvait, qui nous ont été dictées par le Bureau des armes même. Donc en théorie, on a fait notre maximum. On ne sera jamais totalement à l'abri, on en est bien conscient, on ne vend pas des cupcakes. Après, j'estime qu'on a fait le maximum et qu'on ne peut pas plus. Ça fait depuis 1970 et quelques qu'il est dans une vitrine. Mais il l'a pas servi. Jamais. Ce jour-là, Marco Fusini a la visite d'un confrère armurier. Jamais. Grand spécialiste des armes, ancien policier, Robin Udry a longtemps été la figure de Protel, une puissante association qui regroupe les amateurs d'armes en Suisse. Puis surtout, l'État. Côté français, on nous dit la Suisse c'est un peu un supermarché pour les armes. Alors je dirais simplement que les Français qui disent ça, de regarder un petit peu, c'est une super banlieue criminogène qui se trouve à 2 pas de la frontière suisse. Avant de venir faire des reproches aux armuriers, je pense qu'il faut déjà balayer devant sa porte et puis regarder pour mettre de l'ordre dans ces banlieues qui sont aujourd'hui la proie de criminalité de type mafieuse. Mais ne serait-il pas plus sage de stocker ces armes en chambre forte, comme c'est le cas en France ? Le problème n'est pas à reporter sur l'armurier, le problème est à reporter sur le criminel violent qui commet un acte criminel.
même si vous mettez les mesures les plus restrictives en place, quitte à démonter les armes, à faire des sas d'identité avec des contrôles ADN, etc. Alors à ce moment-là, plus vous mettrez d'éléments contraignants pour l'adversaire, plus l'adversaire prendra de mesures, notamment la prise d'otage à la maison de l'armurier, avec prise d'otage de sa famille notamment, et contrainte jusqu'à ce que l'armurier revienne avec les armes ou qu'il passe lui-même la frontière avec les armes. Cette escalade potentielle de la violence s'est en effet confirmée de l'autre côté de la Sarine, à Valbar plus précisément, en Argovie. L'armurerie de Jean-Paul Schild est d'ordinaire bien tranquille, sauf ce fameux soir d'octobre l'année dernière. Le patron habite juste au-dessus de son commerce. Alors quand les braqueurs arrivent, il se réveille. J'ai vu arriver 6 personnes dans 2 véhicules. Ils portaient des gilets avec l'inscription police. J'ai d'abord pensé que c'était de vrais policiers. Et puis j'ai remarqué qu'ils avaient des kalachnikovs. Or en Suisse, aucune police cantonale ne possède ces armes. Les braqueurs veulent passer par la fenêtre supérieure où se trouve justement Jean-Paul Schild. Un homme grimpe avec un marteau pour casser la vitre. L'armurier décide d'agir. J'avais mon fusil avec moi, alors j'ai ouvert la fenêtre et j'ai crié pour leur dire de partir. Puis j'ai tiré un premier coup. Et j'ai réussi à blesser le criminel qui était en train de monter. Les malfrats se replient, mais ils vont se venger. Un premier homme ouvre le feu vers Jean-Paul. Dans la voiture noire, on en voit un qui tire vers moi. À gauche, de l'autre côté de la route, il y a l'homme avec la calache. Il mitraille vers ma chambre. Oui, c'était hyper violent. 17 impacts de balles criblent la façade. Plusieurs sont passés à un cheveu de Jean-Paul. À ce jour, les braqueurs n'ont pas été retrouvés, mais l'armurier, lui, devra s'expliquer devant la justice pour avoir tiré. Les bijoux ou l'argent, ça m'aurait été égal. Je n'aurais pas répliqué avec mon fusil dans un cas comme ça. Mais là, par contre, je ne voulais pas les laisser prendre des armes. Parce que s'ils s'en emparent, ils ne vont pas les utiliser légalement. Je suis certain qu'elles seront utilisées pour des attaques terroristes comme à Vienne, Munich ou Paris. Du coup, il fallait absolument que je fasse quelque chose. 2 mois après le braquage du 9 mai, nous sommes retournés en Valais. La police est sur les dents. À chaque fois que nous filmons une armurerie, des agents arrivent immédiatement pour nous contrôler. Le commandant de la police valaisanne est formel. Les armuriers doivent augmenter la sécurité de leur commerce. Mais la Confédération aussi doit prendre ses responsabilités. On a des frontières qui sont beaucoup trop perméables. Et on le voit avec justement ce vol par effraction du 9 mai dernier à Sion, qu'il est extrêmement facile d'entrer et de ressortir du pays. Donc là, il faut véritablement qu'on trouve une solution. Schengen interdit une présence aux frontières pour faire des contrôles systématiques, mais Schengen n'interdit pas une présence dissuasive. L'autre nécessité, selon lui, c'est de durcir le code pénal. Aujourd'hui, le fait de préparer un cambriolage est à peine punissable en Suisse. Pour nous, et on le fait régulièrement, on contrôle des gens sur la route qui ont un outillage visiblement dédié à des vols par effraction. Eh bien, malheureusement, la seule chose que nous pourrons faire, c'est les identifier et les ramener à la frontière. Donc, vous voyez, du point de vue dissuasif, là, ce n'est pas véritablement l'objectif qui est atteint. Mais ça demande une révision légale et c'est de l'ordre du politique, pas de l'opérationnel. En attendant, les armuriers font ce qu'ils peuvent, comme ici à Bâle, où un dispositif de brumisation et de flash blanc a permis de mettre en fuite des cambrioleurs. Mais quelques semaines plus tard, ils sont revenus, mieux préparés, et sont parvenus à dérober des armes.